La capitulation du 6e armée allemande à Stalingrad. Le destin de Friedrich Konrad Winkler. Lorsque la vie armée allemande capitula à Stalingrad les 31 janvier et 2 février 1943, environ 91 000 soldats furent capturés par l'armée rouge. Parmi eux se trouvait Friedrich Konrad Winkler, un militaire de 34 ans décoré à plusieurs reprises pour ses performances au combat. Arrêté le 2 février, il fut transféré au camp de prisonniers de Beketovka, un lieu où la pénurie de nourriture, les maladies et les conditions de vie extrêmes coûtaient la vie à d'innombrables captifs. En moins d'une semaine, entre le 8 et le 10 février 1943, Winkler succomba à la malnutrition et au manque d'assistance médicale. Son destin fut le même que celui de plus de 86 000 prisonniers allemands à Stalingrad qui ne purent jamais rentrer dans leur pays. Beaucoup moururent dans les camps soviétiques durant les premiers mois de captivité et leurs dépouilles ne furent jamais retrouvées. Les familles de ces soldats restèrent sans réponse, ne connaissant ni le lieu ni les circonstances de leur mort. Ceux qui avaient autrefois combattu pour l'Allemagne et le régime national-socialiste disparurent dans l'adversité de la captivité, mourant en terres étrangères, sans recevoir d'hommage ni avoir la possibilité de retrouver leur foyer. Le co-acheté de l'ambition, l'invasion de l'URSS et ses conséquences sur les Allemands. Le 22 juin 1941, à l'aube, Adolf Hitler prit la décision de lancer ses troupes contre l'Union soviétique, un acte qui, rétrospectivement, scella le destin du Troisième Reich lors de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif de son gouvernement n'était pas simplement de vaincre ses adversaires, mais de les anéantir. Les 4 années qui suivirent devinrent l'une des périodes les plus sanglantes de l'histoire, avec un coût humain élevé tant sur le front que dans l'arrière-garde, où commença l'extermination systématique des Juifs européens. Obsédé par la suprématie raciale, Hitler sous-estima gravement son voisin oriental, croyant qu'un pays qu'il considérait comme inférieur serait rapidement soumis, comme cela avait été le cas pour la Pologne, la France et les Pays-Bas. De son côté, Joseph Staline, un dirigeant méfiant et responsable de nombreuses purges, s'accrocha curieusement à l'idée que l'Allemagne ne romprait pas le pacte de non-agression signé 2 ans plus tôt, malgré des renseignements de premier ordre, notamment ceux de son espion Richard Sorge, qui indiquaient le contraire. Son armée, affaiblie par les purges, n'était pas préparée au conflit. Les conséquences de cette erreur furent incalculables. Hitler ne sut pas apprécier l'immensité du territoire soviétique, sa capacité industrielle, ni la quantité de soldats pouvant être mobilisés depuis les régions les plus éloignées de la puissance révolutionnaire. Anthony Beevor, un historien militaire britannique de renom, a soutenu qu'Hitler n'apprit ni des leçons de la défaite de Bonaparte en 1812, ni de la guerre sino-japonaise de 1937, malgré la présence de conseillers allemands auprès de Chiang Kai-shek. Une armée défensive, même mal équipée, peut se retirer sur un territoire immense, ce qui annule les avantages de l'attaquant, souligna-t-il. Dans ce contexte, la seule chance d'Hitler était de transformer l'invasion en guerre civile en recrutant une armée composée d'Ukrainiens et d'autres opposants au régime soviétique. Mais il refusa d'enrôler les slaves, qu'il considérait comme inférieurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À 3h15 du matin, heure de Berlin, l'armée allemande ouvrit un front de 2600 km avec le soutien d'alliés italiens et roumains. Un total de 3 millions de soldats participèrent à cette offensive, appuyés par 600 000 chevaux et véhicules. Peter Fritsch, auteur de Vie et mort dans le Troisième Reich, souligne que l'invasion dépendait largement de la mobilité assurée par les chevaux. Cependant, lorsque l'hiver russe arriva, cette dépendance devint un facteur critique. L'avancée allemande fut rapide. Bien que dans les 9 premiers mois, ses forces aient perdu environ 1 million de soldats, une unité de cavalerie se vanta d'avoir tué 200 militaires ennemis et près de 14 000 civils. Curieusement, certains d'entre eux, se sentant menacés, se cachèrent pour éviter d'être capturés ou assassinés. Souvent, ils vivaient dans une peur constante et tentaient de se dissimuler dans les forêts ou les bâtiments abandonnés. Les rapports traitant de ce sujet sont rares, car nombre d'entre eux ne revinrent jamais ou disparurent sans laisser de traces. De leur côté, les excès de l'armée allemande provoquèrent une réponse patriotique et une lutte désespérée pour la survie. 3 millions de prisonniers soviétiques moururent aux mains des nazis,
dont les 2/3 en 1941, plusieurs de faim. Pour les officiers de ce pays, combattre le fascisme était presque la seule chance de survie. Avec l'arrivée de l'automne, les lignes d'approvisionnement du national-socialisme commencèrent à s'effondrer, piégeant des dizaines de milliers de soldats avec leurs chevaux et véhicules dans la boue. Les soldats furent souvent capturés en grands groupes dans des conditions extrêmes, et certains capitulèrent rapidement sous la pression des événements. Les premiers prisonniers étaient généralement conduits dans des camps improvisés, où ils étaient d'abord enregistrés avant d'être interrogés. L'hiver russe rendit une partie de l'armement ennemi inutilisable, et les militaires envahisseurs manquaient de vêtements adaptés aux températures glaciales, car Hitler avait sous-estimé la durée de l'offensive. À ce stade, bien que l'armée rouge capturât 10 000 soldats allemands par mois, le taux de mortalité parmi eux était si élevé que le nombre total de captifs commença à diminuer vers la fin de 1942. L'échec de la prise de Moscou marqua un point de non-retour. Plus tard, la reddition du 2 février 1943 fut un événement humiliant pour la Wehrmacht. La capitulation de la 6e armée lors de la bataille de Stalingrad entraîna la capture d'environ 91 000 militaires du Führer par l'armée rouge, représentant une défaite militaire massive et un profond choc psychologique pour l'effort de guerre des puissances de l'Axe. Ils furent emmenés dans des camps de prisonniers de guerre soviétiques où ils durent survivre dans des conditions souvent extrêmes. Nombre d'entre eux souffraient de la faim, de maladies et d'un manque d'assistance médicale adéquate. Leur capture eut également des implications politiques et propagandistes, étant perçue comme l'une des plus grandes catastrophes du Troisième Reich. La propagande tenta d'occulter la réalité en blâmant les circonstances et la supposée supériorité des troupes communistes. Par ailleurs, certains des disparus furent retrouvés dans l'immensité de l'Union soviétique, notamment dans les zones autour de Stalingrad et lors des batailles d'encerclement en Biélorussie et en Ukraine. Mécanisme de contrôle, le goulag soviétique et sa comparaison avec le nazisme. Le système de camps de travail forcé connu sous le nom de goulag fut l'une des institutions les plus emblématiques de l'Union soviétique, fonctionnant comme un mécanisme de répression politique et d'exploitation économique. Ce complexe englobait un vaste réseau d'installations dédiées à l'incarcération et à l'utilisation de la main-d'œuvre de millions d'individus, dont beaucoup furent considérés comme des ennemis de l'État ou simplement des personnes tombées en disgrâce sous le régime stalinien. La création du goulag remonte aux années 1920, lorsque les premiers camps furent établis, le plus notable étant celui de Solovki, inauguré en 1923. Considéré comme l'ancêtre du système des camps de Staline, il fonctionna jusqu'en 1939 et hébergea plus de 840 000 prisonniers, parmi lesquels de nombreux intellectuels, dissidents politiques et personnes accusées d'activités contre-révolutionnaires. Avec le temps, l'expansion conduisit à la création d'autres centres de détention à grande échelle, comme le Dimitlag où, en 1934, environ 200 000 captifs étaient internés, dont près de 23 000 trouvèrent la mort. Au fil des années, le système se développa considérablement, atteignant son apogée dans la décennie suivante, lorsque furent établis 476 camps principaux et environ 2000 colonies de peuplement spécial. Les conditions de vie dans ces lieux étaient extrêmement dures. Les prisonniers étaient soumis à des journées de travail épuisantes dans des conditions climatiques adverses, avec des températures souvent en dessous de zéro. L'alimentation était insuffisante et dépendait du rendement au travail, ce qui signifiait que ceux qui ne pouvaient pas travailler, en raison de maladies, de la vieillesse ou de la faiblesse, souffraient encore plus. Ils devaient travailler ou ne pas manger. Les rations étaient minimales et de nombreux détenus souffrirent de malnutrition sévère, contribuant à un taux de mortalité élevé. Par exemple, durant l'hiver 1944, dans le camp situé dans la région de Stalingrad, l'approvisionnement en lait fut réduit de 80% et celui de viande et de graisse de 20%. Les soins médicaux étaient pratiquement inexistants et des maladies traitables se transformaient en condamnations à mort faute de traitements appropriés. La violence était omniprésente. Les gardiens exerçaient un contrôle brutal sur les prisonniers et les abus étaient fréquents. Le manque de solidarité entre les détenus, exacerbé par la compétition pour les ressources limitées, créa une atmosphère de méfiance et de désespoir. Les vols de nourriture étaient courants et la lutte pour la survie devenait de plus en plus féroce.
Les fonctions de chaque camp variaient selon leurs objectifs. Il existait des camps de travail forcé, de transit, de punition, de détention féminine et juvénile, ainsi que des colonies de peuplement déportés. De même, certains camps furent destinés à la recherche scientifique et au filtrage d'individus considérés comme ennemis de l'État. Depuis son institutionnalisation en 1934 sous l'administration du Commissariat du peuple aux affaires intérieures, jusqu'à son démantèlement progressif après la mort de Joseph Staline, le goulag fonctionna comme un mécanisme central du contrôle étatique. Mais ce ne fut pas tout. Il joua également un rôle fondamental dans l'économie du pays. Les prisonniers furent employés dans des secteurs clés comme l'industrie du bois, l'agriculture, l'extraction minière et la construction d'infrastructures. Parmi les projets les plus notables figurent le creusement du canal Moscou-Volga, l'exploitation minière à Vorkuta et la construction de la ligne ferroviaire Baïkal-Amour. Ces entreprises reposaient sur le travail de centaines de milliers de prisonniers dans des conditions extrêmes, avec un taux de mortalité élevé dû à la surexploitation, à la malnutrition et aux maladies. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, la structure du système pénitentiaire fut modifiée. 2 ans plus tard, l'Union soviétique comptait 8 camps de prisonniers de guerre d'une capacité de 50 000 personnes. 1 an plus tard, 24 autres furent établis. Ces camps étaient organisés en centres de détention situés à l'arrière et sur les fronts de bataille. Entre 1929 et 1953, environ 18 millions de personnes passèrent par le système de camps de travail forcés. Parmi elles, environ 4,5 millions moururent en raison de la malnutrition, de l'épuisement, des conditions climatiques extrêmes et des châtiments imposés dans les camps. Les décès furent aggravés par les ordres directs des officiers soviétiques qui n'hésitaient pas à exécuter les détenus sans procès, en particulier les officiers allemands. L'un des incidents les plus notoires de cette période eut lieu le 1er juillet 1941 à Broniki, où se produisit l'un des premiers massacres massifs d'officiers capturés, fusillés après leur reddition. Avec l'effondrement du Troisième Reich, la vengeance du territoire eurasien s'intensifia, et dans les derniers mois de la guerre, de nombreux crimes furent commis contre des prisonniers et des civils allemands tolérés par les autorités soviétiques. Bien que Staline ne se soit initialement pas préoccupé de ces abus, la situation changea lorsque des rapports sur l'impact négatif de la violence, aggravés par la consommation d'alcool des troupes, commencèrent à arriver à Moscou. En janvier 1945, la propagande soviétique adopta un ton plus modéré, condamnant la violence contre les femmes allemandes, bien que les agressions ne cessèrent pas complètement. Une fois le conflit terminé, le gouvernement utilisa les prisonniers de guerre pour la reconstruction de l'économie dévastée. Environ 27 millions de soviétiques, soldats et civils confondus, avaient péri en 6 ans et l'infrastructure nationale était gravement endommagée. Dans ce contexte, les captifs furent employés dans la construction de logements, l'exploitation minière, la sidérurgie et l'agriculture. L'épuisement causé par la charge de travail, combiné à une alimentation insuffisante, réduisit considérablement leur espérance de vie. Beaucoup moururent à la suite d'accidents de travail ou d'un effondrement physique causé par le surmenage. Bien que le chiffre ait varié au fil des ans, on estime qu'à son apogée, il y eut entre 40 000 et 50 000 Allemands dans les camps, la plupart étant des prisonniers de guerre ou des civils arrivés en Union soviétique en plein conflit. Plusieurs moururent de faim, de maladies et de mauvais traitements. Dans les décennies suivantes, des mesures furent mises en place pour compenser et réhabiliter certaines victimes du système pénitentiaire soviétique. En 1992, le gouvernement russe adopta une loi reconnaissant l'injustice subie par les personnes, locales et étrangères, qui furent condamnées aux travaux forcés sans procédure légale appropriée. En 2015, le Parlement allemand approuva un fonds de compensation pour ces citoyens forcés de travailler en Union soviétique entre le début de la Seconde Guerre mondiale et 1956. Par comparaison, bien que différents dans leur idéologie et leurs objectifs, les camps de concentration nazis partageaient certaines similitudes avec le goulag en ce qui concerne les conditions de vie et le traitement des prisonniers. Ceux établis par le régime d'Adolf Hitler étaient destinés à la détention d'opposants politiques, de juifs, de tziganes et d'autres groupes considérés comme indésirables. Tout comme dans le système du goulag, les conditions étaient inhumaines, avec une pénurie de nourriture,
un travail forcé dans des conditions extrêmes et une main-d'œuvre exploitée pour l'industrie allemande, entraînant un taux de mortalité élevé. La Wehrmacht, à l'instar du système soviétique, traitait les prisonniers comme des ressources jetables, remplaçant rapidement ceux qui mouraient ou tombèrent malades. Cependant, la différence fondamentale entre les deux résidait dans l'idéologie sous-jacente. Tandis que le goulag était centré sur la répression politique et l'exploitation économique, sans que la mort ne soit un objectif en soi, les camps de concentration nazis étaient animés par une idéologie d'extermination raciale. L'intention explicite du régime nazi était d'éliminer des groupes entiers de la population, ce qui mena à la mise en œuvre de programmes systématiques d'extermination comme l'Holocauste. Le froid extrême et les grandes distances, la tactique de la terre brûlée sur le front oriental. La plus grande expansion territoriale de l'Union soviétique eut lieu durant les années de la Seconde Guerre mondiale, établissant ses frontières de manière à limiter à l'ouest avec la Roumanie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, les États baltes, la Finlande et la Norvège, au nord avec la mer de Baran, la mer de Kara, la mer de Laptev et la mer de Sibérie orientale, à l'est avec la mer d'Okhotsk, la mer de Bering et l'océan Pacifique, et au sud avec la Corée du Nord, la République populaire de Chine, la Mongolie, l'Afghanistan, l'Iran et la Turquie. À son apogée, elle couvrait environ 22,4 millions de kilomètres carrés, représentant près d'un septième de la surface terrestre. Ce vaste territoire s'étendait d'ouest en est, de la mer Noire et la mer Baltique jusqu'à l'océan Pacifique, couvrant près de 10 000 kilomètres, et du nord au sud, atteignant presque 5 000 kilomètres. De par sa largeur, il englobait également 11 des 24 fuseaux horaires du monde. En plein conflit, la Wehrmacht occupait une grande partie de l'Union soviétique, ce qui entraîna naturellement une présence allemande massive. Notamment après les défaites de Stalingrad et Koursk, l'armée rouge lança une contre-offensive à grande échelle qui mena finalement à la reconquête des territoires occupés. Ces retraites militaires laissèrent plusieurs Allemands piégés sur place ou contraints de battre en retraite, souvent dans des conditions violentes et accompagnées de grandes tragédies humaines. On estime que des millions d'entre eux perdirent leur foyer et durent fuir. La distance géographique entre les frontières des deux pays variait selon la région, mais les principales zones frontalières étaient généralement séparées par plusieurs centaines de kilomètres. De plus, la militarisation de la frontière constituait un obstacle majeur au retour des Allemands dans leur pays après la Seconde Guerre mondiale, car plusieurs ne purent passer les contrôles migratoires. Ceux qui se retrouvaient dans cette situation vivaient dans un état d'incertitude, souvent sans savoir s'ils pourraient un jour rentrer dans leur patrie ou s'ils seraient envoyés dans les camps du goulag. La géographie de l'Union soviétique était extrêmement diversifiée, allant des régions de glace éternelle au nord au désert d'Asie centrale. La toundra et le pergélisol du nord représentaient 8% de sa surface totale, tandis que les déserts et semi-déserts du sud constituaient 10%. Les forêts couvraient 30% du territoire, et près de la moitié du sol était composé de pergélisol. Seuls 27% du territoire était cultivable, un chiffre inférieur aux 45% des États-Unis, et le pourcentage de terres arables était de 10%, contre 20% aux États-Unis. De nombreux Allemands vivant dans les zones orientales durent affronter divers obstacles naturels, comme des rivières, des montagnes et de vastes steppes, rendant un retour rapide et sécurisé particulièrement difficile. Certains périrent ou furent grièvement blessés en tentant la traversée. D'autres réussirent à franchir ces barrières naturelles. Toutefois, le climat extrême du pays, caractérisé par des hivers rigoureux et des étés torrides, compliquait la vie et la production agricole. La Russie était divisée en 3 zones climatiques. La zone polaire, où les hivers étaient longs et sombres. Le climat subarctique, qui couvrait une vaste région allant de Saint-Pétersbourg à la Sibérie. Le climat continental, qui s'étendait de la côte de la Baltique jusqu'à Rostov-sur-le-Don. Dans la région de la mer Noire, le climat était méditerranéen et subtropical, avec des hivers doux et des étés chauds. Les conditions climatiques extrêmes eurent un impact significatif sur les opérations militaires, les soviétiques s'adaptant bien mieux aux rigueurs du front oriental que leurs homologues allemands. En été, la chaleur, le manque d'eau et les nuages de poussière épuisaient aussi bien les troupes que l'équipement. En automne,
Les fortes pluies et la fonte des neiges transformaient les routes non pavées en bourbiers infranchissables, où camions et chars restaient embourbés. En hiver, le froid extrême et les tempêtes de neige affaiblissaient les soldats des deux camps. La Wehrmacht en particulier n'était pas préparée à la guerre hivernale, et par des températures descendant en dessous de -40 °C, les moteurs et les armes automatiques cessaient de fonctionner. Durant l'hiver 1940 et 1942, seule l'armée rouge possédait des vêtements adaptés au froid, entraînant la mort de centaines de milliers de soldats ennemis par congélation et épuisement dans des tranchées non protégées. À cela s'ajouta la tactique de la terre brûlée, une stratégie utilisée depuis l'Antiquité où une armée détruit tout ce qui pourrait être utile à l'ennemi, y compris routes, chemins de fer, usines, champs agricoles, habitations et approvisionnements, tout en procédant à l'évacuation forcée de la population et à la lutte contre les partisans. Bien qu'en principe interdite par le droit international, cette tactique fut systématiquement employée par les deux camps, tant les soviétiques que les Allemands, l'appliquant de manière indiscriminée. Dans le camp communiste, Staline ordonna son application le 17 novembre 1941 afin de priver la Wehrmacht de ressources pendant son avancée. La directive du haut commandement de l'armée rouge était claire. Tous les points d'installation situés dans l'arrière-garde des troupes allemandes, à une profondeur de 40 à 60 km de la ligne de front, doivent être entièrement détruits et brûlés. De l'autre côté, après la défaite à Stalingrad, Adolf Hitler ordonna à la Wehrmacht de laisser une terre brûlée derrière elle lors de sa retraite. Le 7 septembre 1943, Heinrich Himmler décréta qu'aucune ressource ne devait être laissée dans les zones évacuées d'Ukraine. En mars 1945, Hitler publia le décret Nero, qui exigeait la destruction de tout ce qui pourrait être utile à l'ennemi, y compris à l'intérieur du territoire du Troisième Reich. Culture et conflits, l'expérience des immigrés en Union soviétique, mais tous les Allemands ne restèrent pas là en raison de la guerre. Bien que dans une proportion moindre, certains choisirent volontairement d'y vivre. Après 1945, l'Union soviétique émergea comme l'une des deux superpuissances mondiales, aux côtés des États-Unis. Cette ascension se consolida avec la création d'un bloc socialiste en Europe de l'Est, où les pays sous son influence s'alignèrent sur les principes du communisme. Ce n'était pas une nouveauté. En 1929, elle avait déjà annexé des parties de la Pologne orientale et, en 1940, les États baltes. 7 ans plus tard, en réponse aux tensions croissantes entre l'Union soviétique et l'Occident, fut fondé le Cominform, une organisation visant à coordonner les efforts communistes en Europe et à assurer la loyauté des partis affiliés dans les pays sous influence soviétique. Dans les nations libérées par l'armée rouge, les communistes occupèrent des postes clés au sein du gouvernement, tandis que les dirigeants d'autres partis furent éliminés par des campagnes de discrédit, d'intimidation et de procès politiques. En 1949, des pays comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Tchécoslovaquie étaient fermement sous son contrôle, marquant le début d'une ère de domination idéologique dans la région. En 1955, l'Union soviétique créa le pacte de Varsovie en réponse à la formation de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, ouvrant ainsi une intense rivalité qui allait définir une grande partie de la guerre froide. Malgré son statut de vainqueur contre l'Allemagne nazie, son influence sur les continents européens et asiatiques et son rôle au Conseil de sécurité des Nations Unies, le pays faisait face à de sérieux problèmes économiques menaçant sa stabilité et son développement. L'économie nationale subit des pertes considérables durant ces 6 années, avec la destruction des infrastructures et la réduction des capacités industrielles. Cependant, le pays se redressa plus rapidement que prévu grâce à une série de plans de reconstruction et à la mobilisation de ressources. Néanmoins, l'économie planifiée centralisée restait inefficace et incapable de fournir la diversité et la quantité de biens nécessaires à la population. Les rayons des magasins étaient souvent vides et la qualité des produits disponibles était insuffisante, car la production privilégiait la quantité plutôt que la qualité. Un autre problème était la distribution des marchandises. Les magasins d'État, appelés Torgzin ou Gosmag, étaient fréquemment en rupture de stock, obligeant les citoyens à faire de longues files d'attente pour obtenir ce dont ils avaient besoin. Dans de nombreux cas, les biens étaient rationnés, ce qui signifiait que les habitants ne pouvaient acheter qu'une quantité limitée d'un produit.
Cela entraîna une culture d'achat panique, où les gens tentaient d'acheter autant que possible dès qu'un produit devenait disponible, de peur qu'il ne disparaisse à nouveau, ainsi qu'un marché noir florissant où les citoyens étaient prêts à payer des prix élevés pour des produits absents des circuits officiels. La politique d'immigration de l'Union soviétique était stricte, avec des contrôles et des exigences rigoureuses pour l'entrée, en particulier pour les citoyens des pays capitalistes. Cependant, elle favorisait ceux prêts à contribuer au développement économique du pays et partageant les objectifs politiques du régime. Il est difficile d'évaluer précisément le nombre d'Allemands et d'autres nationalités ayant émigré en Union soviétique, car beaucoup y vivaient déjà avant la guerre et tentèrent d'y revenir par la suite. Il s'agissait des Allemands russes, qui migrèrent principalement pour des raisons politiques ou économiques. Cependant, tous ceux qui arrivaient avec des idéaux révolutionnaires, espérant une stabilité économique et la possibilité de commencer une vie meilleure sous le socialisme, furent confrontés à une dure réalité, bien loin des promesses d'égalité et de prospérité prolétarienne. La situation générale des immigrés en Union soviétique était complexe et variée, bien que certains groupes, comme les Allemands russes, tentèrent de préserver leur langue et leur culture dans la sphère privée. En transmettant leur héritage aux générations futures, leurs expériences différaient considérablement en raison de la répression et des restrictions politiques imposées. À cela s'ajoutaient la discrimination et la stigmatisation qui faisaient partie intégrante de leur expérience dans les deux pays après la chute du régime communiste. Par exemple, ils faisaient face à des préjugés dans leur pays d'origine et dans leur nouveau foyer, étant souvent considérés comme des étrangers en raison de leur accent et de leur nom de famille, qui révélaient leur passé de déportés ou de collaborateurs d'un camp ou d'un autre, lors d'événements historiques désormais révolus. Les migrations de groupes spécifiques, influencées par des politiques étatiques visant à favoriser la relocalisation et l'intégration de certaines communautés dans la société soviétique, aboutirent souvent à la marginalisation de populations entières. La mobilité de la population fut également affectée par le système de permis de résidence, connu sous le nom de propiska, qui limitait la liberté de mouvement à l'intérieur du territoire soviétique, rendant difficile la recherche d'emploi, l'obtention d'un logement et l'intégration sociale. Cela créa de nombreuses barrières pour ceux qui cherchaient à améliorer leur situation économique. Un décret de 1955 assouplit légèrement ces restrictions. La liberté de mouvement et les visites familiales à l'étranger étaient désormais autorisées, mais les citoyens perdèrent le droit de retourner dans leurs anciens foyers. Par ailleurs, la politique de recrutement de main-d'œuvre mise en place lors des plans quinquennaux pour stimuler le développement industriel se traduisit souvent par des conditions de travail précaires et l'exploitation des travailleurs. À mesure que l'Union soviétique approchait de son effondrement, les tensions sociales et économiques s'intensifièrent. Le manque de reconnaissance des qualifications professionnelles des immigrés et la discrimination dans l'accès à l'emploi devinrent des problèmes récurrents. Beaucoup d'immigrés, y compris ceux d'origine allemande, découvrirent que leurs diplômes et compétences n'étaient pas valorisés, les forçant à accepter des emplois bien en deçà de leur niveau de formation et de leurs aspirations salariales. De même, l'expérience des immigrés juifs fut particulièrement compliquée. La plupart d'entre eux furent exclus des communautés juives en Allemagne, où ils étaient considérés comme juifs de père, et donc non pleinement acceptés. Leur manque de connexion avec leur héritage religieux, dû à la politique athée de l'État soviétique, compliqua encore davantage leur intégration sociale. Malgré ces difficultés, certains groupes d'immigrés réussirent à s'établir et à contribuer à la diversité culturelle du pays, à tel point qu'en 1970, on estime qu'il y avait plus de 2 millions d'Allemands russes installés en Union soviétique. La chute du régime en 1991 ouvrit de nouvelles opportunités pour les échanges culturels et la revitalisation des identités ethniques. Toutefois, les pays d'Europe de l'Est durent relever le défi d'établir des systèmes démocratiques et des économies de marché viables. Les réformes économiques, bien que nécessaires, entraînèrent une montée du chômage et une crise sociale qui dépassa les capacités des systèmes de protection sociale existants. Certains citoyens commencèrent alors à voir ces difficultés comme une conséquence de la démocratisation, nourrissant une nostalgie pour la stabilité de l'ère socialiste. Décision cruciale à Yalta, la division de l'Allemagne et la rapatriation des citoyens.
Entre le 4 et le 11 février 1945, une réunion des dirigeants des principales puissances alliées de la Seconde Guerre mondiale se tint au palais de Livadia à Yalta. Franklin Delano Roosevelt pour les États-Unis, Winston Churchill au nom du Royaume-Uni et Joseph Staline pour l'Union soviétique se réunirent afin de discuter de la réorganisation politique et territoriale de l'Europe après le conflit. Ce fut la deuxième des 3 conférences que ces dirigeants tiendraient dans le cadre de l'effort de guerre et de sa résolution, l'un des principaux sujets étant la division de l'Allemagne après sa défaite imminente. Il fut convenu que le pays serait divisé en 4 zones d'occupation contrôlées par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la France. Berlin serait également segmenté en 4 secteurs. La question des réparations fut également abordée, avec Staline proposant un montant de 20 milliards de dollars, dont la moitié serait destinée à son pays. Cependant, aucun accord définitif ne fut trouvé sur la somme et les modalités de paiement, bien que des mécanismes tels que la confiscation de machines, l'appropriation de brevets et l'utilisation de la main-d'œuvre d'origine allemande aient été établis. Un autre point central fut la situation de la Pologne. Il fut décidé que la frontière orientale du pays suivrait la ligne Curzon, ce qui offrait à l'Union soviétique un accroissement territorial considérable. Pour compenser cette perte, la Pologne recevrait des territoires à l'ouest, bien que leur délimitation exacte serait définie lors d'une conférence de paix ultérieure. Il fut convenu que la Pologne aurait un gouvernement de coalition avec la participation d'exilés polonais en Occident, et que des élections libres seraient organisées, bien que l'imposition ultérieure d'un régime communiste provoqua de fortes tensions entre les puissances alliées. Mais la conférence aboutit également à un accord sur la rapatriation des citoyens soviétiques se trouvant dans les territoires contrôlés par les alliés occidentaux. Cela incluait les prisonniers de guerre, les travailleurs forcés et d'autres personnes déplacées. L'opération fut menée à grande échelle et baptisée Opération Kill All. Le retour de ces citoyens en Union soviétique eut de graves conséquences, car nombre d'entre eux furent envoyés dans des camps de travail ou exécutés, soupçonnés d'avoir collaboré avec les ennemis passés et présents de l'État. Un accord secret stipulait que tous les citoyens soviétiques, quelle que soit leur volonté, devaient être renvoyés en Union soviétique. Cela incluait les individus ayant combattu aux côtés des Allemands dans les forces armées de l'Est, ainsi que ceux qui avaient été faits prisonniers de guerre en Allemagne. Le Royaume-Uni et les États-Unis respectèrent cet accord, malgré les protestations de ceux qui en étaient victimes, craignant des représailles de la part du gouvernement stalinien. Les origines de cet accord remontaient à 1944, lorsqu'un accord britanno-soviétique signé en septembre prévoyait la restitution des citoyens à leurs pays respectifs, indépendamment de leur volonté. Il convient de noter que l'application de ces mesures violait les principes traditionnels du droit international et du droit d'asile. Entre les 2 dernières années du conflit et les 2 suivantes, environ 2,5 millions de personnes furent rapatriées de force en Union soviétique par les forces britanniques et américaines. Par exemple, après le lancement de l'opération Barbarossa, une déportation massive d'Allemands ethniques commença. Durant ces 2 années, jusqu'à 1,2 million d'entre eux furent envoyés des régions européennes du pays socialiste vers la Sibérie et le Kazakhstan. Une fois arrivés, ils furent installés à l'écart des populations locales dans des colonies spéciales sous le strict contrôle d'un commandant, soumis à des obligations de rapport, des restrictions de sortie et des discriminations. En réalité, pendant longtemps, leurs conditions de vie ressemblaient à celles d'un camp de concentration nazi. Toutefois, le 13 septembre 1955, un décret abolit ces commandements, décret qui entra en vigueur en janvier suivant. Dès lors, les Allemands furent autorisés à choisir à nouveau leur lieu de résidence à l'intérieur de l'Union soviétique, à l'exception de leurs anciennes zones d'installation. Les Britanniques et les Américains furent généralement moins touchés, car très peu d'entre eux vivaient en territoire soviétique. On en comptait seulement quelques milliers, la plupart ayant été capturés lors des combats sur le front de l'Est. Cependant, certains Britanniques restèrent en Union soviétique après la guerre, par crainte de possibles représailles pour avoir servi en faveur ou contre le pays socialiste, alors allié temporaire de leur patrie, ou encore pour avoir éventuellement trahi le Royaume-Uni. Les Américains, quant à eux, ne dépassaient pas 1500 individus.
La majorité furent capturés à la suite d'opérations militaires sur le théâtre européen, principalement contre les forces allemandes. Leurs conditions de vie variaient. Certains furent détenus dans des camps où les conditions étaient relativement décentes, recevant une alimentation de base et des soins médicaux. D'autres, en revanche, durent affronter les mêmes conditions précaires que les autres détenus. D'après les rapports de l'époque, la plupart d'entre eux rentrèrent chez eux à la fin de l'année 1946, bien que certains cas de retard dans la rapatriation se soient prolongés jusqu'au début des années 1950. Les prisonniers de guerre français furent également touchés. On estime que 920 000 citoyens français passèrent plusieurs années dans le système militaire allemand jusqu'à la fin du conflit, et plus de 23 000 d'entre eux furent ensuite transférés en Union soviétique. Lors du processus de rapatriation, la plupart demandèrent à rester en Union soviétique de peur d'être jugés comme criminels de guerre. D'autres nationalités subirent le même sort, notamment les Japonais, dont environ 640 000 furent capturés après la défaite des forces japonaises en Extrême-Orient. Les Hongrois furent environ 513 000, dont bon nombre avaient combattu aux côtés des Allemands avant que la Hongrie ne passe dans le camp des Alliés. Les Roumains furent environ 187 000, nombre significatif étant donné que beaucoup d'entre eux avaient combattu pour l'Axe avant que leur pays ne change d'alliance. Les Autrichiens comptaient environ 157 000 prisonniers, leur participation aux forces du Troisième Reich expliquant leur grand nombre. Les Tchèques et les Slovaques furent près de 70 000, la Tchécoslovaquie ayant été occupée par le Troisième Reich. Les Polonais furent un peu plus de 60 000, ayant combattu à un moment donné contre l'Armée rouge. Environ 49 000 Italiens furent faits prisonniers après la reddition de leur pays et les combats qui suivirent. En outre, il y avait des représentants d'autres nationalités, tels que les Yougoslaves, les Moldaves, les Chinois, les Coréens, les Néerlandais, les Mongols, les Finlandais, les Belges, les Luxembourgeois, les Danois et les Espagnols. Certains de ces groupes comprenaient des individus enrôlés ou ayant servi dans les armées de l'Axe. Défi. Face à l'oppression, l'histoire des soulèvements dans les goulags. Au fil des décennies, les prisonniers du goulag, composés en grande majorité de dissidents politiques, de criminels de droit commun et de personnes considérées comme ennemis de l'État, furent soumis à des conditions inhumaines qui engendrèrent de nombreux soulèvements et actes de résistance. Les motivations de ces révoltes doivent être évaluées dans leur contexte, chaque cas étant spécifique. Toutefois, les conditions de vie déplorables et la pénurie alimentaire étaient des facteurs omniprésents. L'un des soulèvements les plus marquants fut celui d'Ustuza, le 24 janvier 1942, qui eut lieu dans la République de Komi. Il fut dirigé par Mark Retunin, un ancien détenu et chef d'un camp forestier. La révolte fut déclenchée par des rumeurs d'exécution massive de prisonniers. Retunin et plus d'une centaine de détenus, issus de diverses nationalités, parmi lesquels on suppose la présence d'Allemands, se mutinèrent, désarmèrent la majorité des gardes du camp, les enfermèrent, puis, vêtus d'uniformes militaires divers, attaquèrent les villages voisins et affrontèrent les forces de l'ordre. Bien qu'ils parvinrent à libérer d'autres prisonniers dans la même situation, le soulèvement fut rapidement réprimé et Retunin se suicida. Les forces de sécurité subirent 33 pertes, tandis que les insurgés comptèrent 42 morts pendant la révolte et 50 condamnations à mort ultérieures. Un autre soulèvement notable fut celui de Norilsk, entre le 26 mai et le 4 août 1953, où plus de 16 000 prisonniers d'un camp situé en montagne déclarèrent une grève générale après plusieurs exécutions par les gardes. Les participants comprenaient diverses catégories de détenus, notamment d'anciens militaires et des membres des mouvements de libération nationale d'Ukraine, de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie et de Géorgie. Dans une moindre mesure, des Asiatiques, des Allemands et des Italiens y prirent également part. Les prisonniers exigèrent la fin de la loi du plus fort, un changement dans la direction du camp et une amélioration des conditions de vie. Bien que l'administration ait accordé certaines concessions, la grève se poursuivit pendant près de 70 jours, ce qui en fit la plus longue de l'histoire du goulag. Elle prit fin lorsque les autorités attaquèrent le camp, causant environ 150 morts. Ce soulèvement eut lieu avant l'arrestation de Lavrenti Beria, premier vice-président du Conseil des ministres de l'URSS. Sa répression coïncida avec l'annonce de son arrestation
et fut également influencé par la mort de Staline, le 5 mars, ainsi que par l'amnistie qui suivit et qui ne bénéficia qu'aux criminels non politiques et aux condamnés à de courtes peines, une minorité dans le camp de Gorlag. Pour les prisonniers allemands du Goulag, un facteur clé fut l'information qu'ils reçurent sur le soulèvement en République démocratique allemande, RDA, qui atteignit son apogée le 17 juin. Celui-ci fut provoqué par les lourdes réparations imposées à l'Allemagne de l'Est par l'Union soviétique, qui pesait considérablement sur l'économie nationale. Lors de son deuxième congrès en juillet 1952, le Parti socialiste unifié d'Allemagne décida d'instaurer la construction planifiée du socialisme, mettant ainsi l'accent sur l'industrie lourde au détriment de la production de biens de consommation. Cette politique provoqua une baisse du niveau de vie et une crise alimentaire, car les besoins de la population ne furent pas correctement pris en compte. Un autre facteur décisif fut l'augmentation de 10,3% des quotas de travail en mai, sans réajustement des salaires. Beaucoup y virent une charge supplémentaire, ce qui déclencha un mécontentement général parmi les travailleurs. Dans les jours précédents, des manifestations eurent déjà eu lieu sur les chantiers de Berlin-Est, où les ouvriers protestaient contre l'augmentation des quotas. Le 15 et le 16 juin 1953, les travailleurs de plusieurs sites de construction de Berlin-Est entrèrent en grève. Le lendemain, plus de 700 villes et villages du pays étaient impliqués dans le mouvement, avec plus d'1 million de personnes de toutes classes sociales. Ils exigeaient l'annulation de l'augmentation des quotas, des réformes politiques menant à des élections libres, la réunification de l'Allemagne et le remplacement de la direction du parti sous Walter Ulbricht. La réaction des dirigeants du SED fut brutale. L'état d'urgence fut déclaré dans plusieurs régions et des troupes soviétiques ainsi que la Volkspolizei furent mobilisées pour écraser le soulèvement. Les autorités utilisèrent des chars pour réprimer les manifestants. On estime qu'environ 50 personnes furent tuées et que des milliers furent arrêtés. Bien que réprimé en quelques jours, cet événement demeure une étape clé de la résistance contre le régime communiste en Europe de l'Est et incita les prisonniers allemands des camps du Goulag à s'opposer au communisme. Le soulèvement de Kenguir du 16 mai au 26 juin 1954 fut tout aussi marquant. Dans un camp situé dans la steppe de Kenguir, au Kazakhstan, plus de 5200 prisonniers se rebellèrent après l'exécution de 13 détenus par un garde et l'arrivée de quelques 650 voleurs dans le camp. La présence de ces derniers aboutit à une alliance inattendue entre eux et les prisonniers politiques. Les insurgés, qui comprenaient des Ukrainiens, des Baltes, des Russes, des Allemands, des Polonais, des Hongrois, des Américains et des Espagnols, prirent le contrôle du camp pendant un mois. Ils réclamèrent, entre autres, la révision de leur dossier, une journée de travail de 8 heures, la levée des restrictions sur la correspondance et la punition des gardes responsables des meurtres. Les voleurs, soutenus par les prisonniers politiques, prirent le contrôle du camp, brisant des barrières et combattant les gardes. Lors des affrontements initiaux, plusieurs gardes furent blessés ou tués, forçant les administrateurs à s'enfuir. Les prisonniers en profitèrent pour occuper le camp et établir une sorte de république, où ils instaurèrent leur propre administration et bénéficièrent de libertés fondamentales. Malgré tout, le mouvement fut écrasé le 26 juin par des unités de l'armée et de la police soviétique qui utilisèrent des chars causant environ 700 morts et blessés. D'une manière générale, la réponse du gouvernement à ces révoltes fut violente et parfois désorganisée, l'administration du Goulag ne sachant pas toujours comment gérer les grévistes pacifiques. La méthode la plus courante reposait sur un réflexe stalinien, où les autorités tentaient d'arrêter et d'isoler les instigateurs présumés afin de démoraliser et d'étouffer les grèves. Malgré la répression, ces soulèvements aboutirent à certaines réformes limitées dans les camps. Le régime interne s'assouplit légèrement, permettant aux prisonniers d'écrire des lettres et de recevoir des colis. Par ailleurs, la visite du chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Konrad Adenauer, à Moscou en septembre 1955, entraîna la libération d'environ 9616 détenus et de plus de 20 000 civils internés. Les négociations furent tendues, les interlocuteurs soviétiques affirmant initialement qu'il n'y avait plus de prisonniers de guerre, seulement des criminels de guerre. Cependant, après plusieurs jours de discussions et une menace de rupture, un accord fut finalement trouvé.
les dirigeants soviétiques, sous la direction de Nikita Khrouchtchev, donnèrent leur parole que les détenus et les civils internés seraient libérés. L'accord ne fut pas formalisé par écrit, ce qui laissa une certaine incertitude, mais Adenauer put rentrer en Allemagne avec un succès diplomatique. Après sa visite, les rapatriements commencèrent entre octobre 1955 et janvier de l'année suivante.